J'avais parlé clairement des problèmes d'effectifs. Les gens ont dit tout ce qu'ils voulaient, mais nous avons eu les conséquences. Je crois que tous les commandants qui étaient à Goma, ils connaissent de quoi ça retourne. Des régiments qui n'étaient plus des régiments. On a donné des rapports et tout, mais rien n'a été fait. Là où il fallait avoir 1200 personnels, on a 300, on a 400, et jamais ces gens-là ont été mis en cause. Quand un militaire tire la sonnette d'alerte, 300 soldats par régiment au lieu de 1200. Des soldats qui ne mangent que 15 jours sur 30. Le gouverneur militaire de l'Ituri se plaint. On n'aura jamais la victoire dans la jouissance et détournement, mais par le travail, sérieux et rigueur. Logiciel, dit-il. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboyan Kachama, a exprimé de vives préoccupations concernant l'opération de contrôle des effectifs militaires menée par l'inspection générale des FARDC. Cette initiative, visant à identifier les militaires inactifs et à vérifier les ayants droit des soldats décédés, a conduit à la suspension temporaire des soldes de certains militaires, suscitant un profond mécontentement au sein des troupes. Nos militaires sont en train de combattre là, le CRP M23, la milice de Thomas Lubanga, qui est, n'est-ce pas, allié au M23. Nos militaires sont en train de mourir. Mais si un militaire qui est devant l'ennemi, il apprend que les veuves ne sont pas payées, pourquoi est-ce que ce militaire-là va se sacrifier? Il va dire le jour où je vais mourir, ça sera la même chose pour mes enfants. Ça touche vraiment au moral militaire. Ça touche au moral de ces combattants, de ces hommes-là qui sont vraiment à la ligne de front. Toutefois, ils ont reçu les assurances du commandant des opérations de plaider auprès de sa hiérarchie en vue de trouver des solutions urgentes et permanentes à leurs desiderata. Le gouverneur Luboya a souligné que ces mesures, bien qu'ayant pour objectif d'assainir les effectifs et de renforcer la discipline au sein des FARDC, doivent être mises en œuvre avec prudence pour éviter des répercussions négatives sur le moral des troupes. Il a rappelé l'importance de maintenir la confiance et la motivation des militaires, surtout dans une région confrontée à des défis sécuritaires majeurs. Par ailleurs, le gouverneur a mis en garde contre les pratiques de détournement des soldes des militaires, qu'il considère comme des actes de trahison envers la nation. Il a appelé à des enquêtes approfondies pour identifier et sanctionner les responsables de telles malversations. Cette situation met en lumière la complexité de la réforme des forces armées en Ituri, où la nécessité d'une gestion rigoureuse des effectifs doit être équilibrée avec le respect des droits des militaires et le maintien de leur engagement dans les opérations de sécurité. RDC, l'identité douteuse de Kwacha Joseph Kabila continue de faire couler de l'encre. Cette maman dans cette vidéo dit que la mère de Joseph Kabila s'appelle Marceline Nyankundwa et belle-fille de Bignonio, une fille des Banyabinchi, et dont son mari est Cindy. Et son père est Mvuka de Bahani, et de son père est Rukarishia de Bahani. Cette maman dit qu'ils ont vécu ensemble et qu'elle les connaît très bien. Si ces informations se révéleraient vraies, c'est que la RDC a été gouvernée pendant 18 ans avec un inconnu imposé par Zeda Paul Kagame et ses soutiens de la communauté internationale. On peut maintenant comprendre les magouilles, mensonges, manipulations et les bidouillages qui entourent la politique en RDC et pourquoi l'on continue à cacher la vérité. Ce qui ne va pas durer longtemps. À suivre et surtout à vérifier. République démocratique du Congo. Un philanthrope de chez nous, Damien Gilmore, a voulu dépenser une part de ce qu'il a gagné dans la Silicon Valley pour faire... Le Rwanda, je vous informe, il y a quelques mois, voulait même désigner le fils de Kagame comme consul en Californie. Vous voyez pourquoi en Californie? C'est là qu'il y a la Silicon Valley. C'est une part de ce qu'il a gagné dans la Silicon Valley pour faire construire un hôpital près de Kinshasa. Les entreprises, Oyo, elles en ont besoin de minerais stratégiques. Oyo, ça, là, fusée, biloko ebele, ordinateur, siège, na bango ezakuna. Rwanda zana koltan. Alingakatia, moi, nanae kuna. Amérique a boyi. Je vous informe. S'il continue à s'entêter, à écraser et museler l'opposition, qu'il sache que seul le fabricant du monstre est capable de les détruire. Autant nous lui avons donné le pouvoir, autant nous sommes capables de les lui reprendre, de gré ou de force. Depuis son retour en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila semble engagé dans une stratégie visant à fédérer l'ensemble des forces vives du pays, tant politiques
qu'armée, dans l'objectif de constituer une plateforme d'opposition frontale au régime en place à Kinshasa, dirigée par le président Félix Tshisekedi. Selon des informations concordantes, cette dynamique s'articule autour d'une série de consultations avec des figures clés de l'opposition, dans le but de mettre en place une structure gouvernementale parallèle. La première étape de cette initiative consistera en une offensive médiatique de grande ampleur visant à révéler au peuple congolais les tenants et aboutissants d'un accord politique confidentiel qui aurait été conclu entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi lors de la passation de pouvoir en 2019. Dans cette communication prévue, Kabila s'exprimera publiquement pour fournir des preuves de ce deal, en expliquer les raisons et présenter ses excuses à la nation congolaise pour ce qu'il qualifie de compromis imposé par les circonstances. Le but de cette confession serait de regagner la légitimité populaire en vue de reprendre les rênes du pouvoir. La deuxième phase du plan, plus opérationnelle, viserait la reprise de territoires stratégiques comme Kisangani et le Grand Katanga afin de s'assurer du contrôle des zones économiques et militaires les plus influentes du pays. À ce jour, des éléments renforcés du M23, mouvement rebelle soutenu selon plusieurs sources par des puissances extérieures, seraient déjà déployés et prêts à lancer une série d'actions coordonnées pour reprendre ces villes clés. L'objectif final serait de forcer le président Tshisekedi à la démission sans nécessairement engager une bataille directe à Kinshasa. Ce scénario de retournement politique aurait, toujours selon les mêmes sources, reçu un feu vert tacite de certaines puissances européennes qui considèrent cette crise comme une affaire strictement congolo-congolaise. Dans cette logique géopolitique, aucune intervention internationale majeure ne serait envisagée, d'autant plus que des pays voisins auraient également donné leur aval à cette dynamique, accusant Tshisekedi d'être le principal facteur d'instabilité dans la sous-région des Grands Lacs. Enfin, en cas de succès de cette stratégie et de reprise effective du pouvoir, l'ancien président Kabila prévoit de mettre en place un gouvernement de transition dont la mission principale serait l'organisation des élections générales de 2028 dans le cadre d'un retour progressif à l'ordre constitutionnel. Force de maintien de la paix des Nations Unies, écoutez. En soutenant activement ces groupes armés, le Rwanda porte une responsabilité directe dans ces violations, exposant ainsi les civils à des souffrances inimaginables. Les forces de maintien de la paix, sous le mandat du Conseil de sécurité, en particulier la MONUSCO, ainsi que les installations humanitaires, ont été prises pour cible à plusieurs reprises, compromettant leur capacité à protéger les civils dans un environnement hostile. Et donc, je voudrais qu'on parle du Rwanda, dernier protagoniste et non des moindres, le président Paul Kagame. Nicolas Normand, quelles sont ses motivations profondes? Est-ce que justement, il veut aller jusqu'à la capitale de la RDC? Cette question est importante. C'est l'acteur principal, puisque c'est lui qui a déclenché le conflit, c'est lui qui a envahi le Congo-RDC. Ses motivations, c'est de revoir, à mon avis, d'une manière ou d'une autre, les frontières établies par la conférence de Berlin en 1885, c'est-à-dire qu'il a une visée territoriale de prédation sur l'est de la RDC. Alors bien sûr, aujourd'hui, on ne peut plus changer les frontières aussi brutalement, même si Poutine essaye de le faire dans le cas de l'Ukraine. Donc il utilise un groupe qui est le M23, qui est complètement armé et aux ordres du Rwanda, et il veut une négociation entre Kinshasa et ce M23. Une négociation pour quoi faire? Pour que le M23, qui représente le Rwanda, ait une tutelle et administre cette zone pour le compte du Rwanda. Donc il veut en fait dominer cette région de l'est de la RDC à travers ce groupe armé. C'est clair. Et alors il met en avant des objectifs totalement mensongers qui sont la défense des Tutsis. Mais si on veut défendre... il remonte à la guerre, enfin au génocide au Rwanda en disant que la RDC aide ou maintient des génocidaires dans son pays. Oui, la RDC même persécuterait les Tutsis congolais. Seulement, en envoyant une milice composée de Tutsis, le M23, c'est pas le meilleur moyen de protéger les Tutsis localement, bien évidemment. D'autre part, son deuxième grief, c'est qu'il y a un groupe constitué de Hutus. Les Hutus, c'était les génocidaires en 94. Une partie de ces génocidaires se sont réfugiés au Congo en 94. Ils ont eu des enfants probablement qui forment aujourd'hui le groupe qui s'appelle FDLR et selon Kagame, ce groupe menacerait la sécurité du Rwanda. Et ça, vous nous dites que c'est un prétexte? Oui, c'est un prétexte parce que tous les spécialistes estiment que le FDLR ne menace pas réellement la sécurité du Rwanda.